Je crois qu'il y a là aujourd'hui un véritable danger. Ce danger, il est aussi lié à l'illusion qu'il y aurait une pédagogie scientifique. Je dois dire, et je le dis devant mes collègues universitaires, que la recherche doit être scientifique, mais que la pratique ne peut pas être scientifique. La pratique ne peut pas être scientifique dans l'éducation parce que l'éducation est une transaction humaine, parce que l'éducation est une action d'un humain sur d'autres humains, d'un humain qui porte en lui une intention, d'un humain qui porte en lui un projet d'émancipation. Et cette transaction humaine ne peut pas se réduire à une somme de comportements qui seraient dictés par des méthodes scientifiquement prouvées. Vous avez à exercer au quotidien votre jugement. Vous avez à décider en permanence de ce qui va être nécessaire pour vos élèves. Et on ne peut pas décider à votre place parce qu'il n'y a pas deux élèves qui se ressemblent, qu'il n'y a pas deux classes qui se ressemblent et que face à une classe, il n'y a qu'un enseignant qui peut exercer son jugement de manière lucide pour donner ce qu'il y a de meilleur aux élèves qu'il a devant lui. La pratique ne peut pas être scientifique, mais non seulement elle ne peut pas être scientifique, mais elle ne doit pas être scientifique, la pratique. Une pratique de l'éducation qui serait scientifique serait une pratique du dressage. Ce serait une pratique non pas qui suscite la liberté, mais qui organise des conditionnements. Ce serait une pratique behavioriste, ce serait une pratique pavlovienne, ce serait une pratique qui fabrique des robots et non pas qui forme des humains. Eh bien, l'éducation, l'école, elle doit servir de thermostat. Dans une société individualiste, l'école doit créer du collectif. Dans une société de l'immédiateté, l'école doit permettre l'émergence de la pensée. Dans une société de la concurrence, l'école doit être ce qui construit de la solidarité. Dans une société où l'on suspecte toujours l'autre de vouloir nous dominer, l'école doit promouvoir l'entraide entre les enfants en permanence. L'école, elle a ce pouvoir dans la société de rétablir les équilibres. Et c'est un pouvoir considérable que vous avez dans votre classe. Quand vous êtes chacun dans votre classe, vous pouvez, avec vos élèves, leur faire l'expérience d'une société solidaire, l'expérience d'un apprentissage collectif, l'expérience d'un projet mené en commun, leur faire l'expérience du contraire de ce que la société à côté nous dit. Et quand ces élèves-là sortiront de votre classe, quand ils auront fait cette expérience, ils deviendront d'autres citoyens, des citoyens qui vont réclamer, exiger une véritable démocratie, qui vont réclamer, exiger que ce ne soit pas la finance qui conduise le monde, mais que ce soit la culture qui soit partagée et qui soit partagée le plus possible entre tous les hommes. Et je pense que le combat syndical, le combat politique, doit être très fort sur la formation continue. Le droit à la formation continue des enseignants, c'est un droit essentiel. Le philosophe Gaston Bachelard disait « Celui qui ne continue pas d'apprendre
est indigne d'enseigner. Il a raison. L'enseignant, il doit en permanence continuer à apprendre, y compris pour continuer à comprendre qu'il est difficile d'apprendre et que l'apprentissage, ça n'est pas magique, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de décréter que les élèves doivent être sages, que les élèves doivent être attentifs, que les élèves doivent apprendre. Ça, c'est la pensée magique. Il faut construire des situations pour que les élèves soient attentifs, pour que les élèves soient disciplinés, pour que les élèves travaillent. Et cela, ça doit être accompagné par une formation continue tout au long de la carrière. Surtout que les élèves changent énormément.